Autrefois, les livres étaient reproduits à la main, jusqu'à l'invention des caractères en plomb, fondus un à un. La naissance de l'imprimerie fut une véritable révolution culturelle. La technique est vieille de 550 ans. Et curieusement, nous ne savons toujours pas comment cela s'est vraiment passé à l'époque. Soyez les bienvenus. Nous savons en revanche qu'en ce temps-là, Gutenberg a bel et bien révolutionné le monde. Aujourd'hui, nous allons essayer de lever un peu le voile qui flotte sur son incroyable invention, et ce ici à Strasbourg, où il a travaillé avant de rejoindre Mayence. Attention. C'est bon. Et si c'était ici qu'il avait effectué sa première impression sur papier? Ce livre vaut près de 15 millions d'euros. C'est la Bible de Gutenberg. Elle est considérée comme le premier livre du monde occidental imprimé avec des lettres mobiles. Il n'en reste que 49 exemplaires. Et voici celui qui a mis au point ce procédé génial, Johannes Gensfleisch, dit Gutenberg. Entre 1452 et 1454, à Mayence, il va imprimer avec ses ouvriers près de 180 Bibles et faire sensation. Cette découverte de l'impression au moyen de caractères mobiles va bouleverser le monde. Gutenberg sera même célébré plus tard comme l'homme du millénaire. Avant cela, produire un livre en Europe était une entreprise des plus laborieuses. Ce sont des moines qui les recopiaient à la main, lettre après lettre. Une Bible, par exemple, demandait 3 années de travail. La procédure était fastidieuse et les œuvres réservées à une élite. Au-delà de l'Europe, on enregistrait déjà des progrès notables. Le plus ancien texte imprimé a sans doute vu le jour en Chine au IXe siècle. Il a été reproduit au moyen d'une matrice en bois sur laquelle une page entière avait été gravée à l'envers. Le procédé est certes intéressant pour des feuillets individuels, mais il ne se prêtait pas à la production de masse. Là aussi, l'Asie avait une longueur d'avance, comme en atteste cette anthologie bouddhiste, le Jigji. Dans ce coffret est conservé le plus ancien livre imprimé connu au monde, réalisé au moyen de caractères métalliques fondus en Corée. La date de l'ouvrage est donnée dans le colophon, cette partie située à la fin de l'ouvrage, dans les 2 dernières colonnes. L'imprimeur indique « Ce livre a été imprimé la 7e année de l'ère Xuanguang, c'est-à-dire en 1377, c'est-à-dire quasiment 80 ans avant Gutenberg. » Gutenberg se serait-il rendu coupable d'espionnage industriel? De l'avis des historiens, la nouvelle technique asiatique n'avait pas pu gagner l'Europe aussi vite. Gutenberg a donc eu le même trait de génie à la même époque. Avec un alliage de plomb, d'étain et d'antimoine, ils font, sur l'envers, minuscules, majuscules et signes de ponctuation. Puis, ils combinent ces lettres en lignes et ces lignes en pages. Pour l'impression, il mélange différentes encres et construit une presse spéciale. Il mettra près d'une quinzaine d'années avant d'obtenir un résultat satisfaisant. La mise au point de ce procédé d'impression et de la presse à imprimer aura une influence capitale sur le cours de l'histoire. Désormais, livres et journaux imprimés vont pouvoir se répandre à travers l'Europe, dispensant un précieux savoir dans leur sillage. Mais bien des mystères pèsent aujourd'hui encore sur l'invention de Gutenberg. Cela fait plus de 20 ans qu'Olivier Deloignon étudie les débuts de l'imprimerie.
il cherche à comprendre le procédé qu'a inventé Gutenberg dans ses moindres détails. Gutenberg ne nous a pas laissé en fait de manuel, de mode d'emploi de la technique qu'il a utilisée. Donc le seul moyen aujourd'hui, c'est de faire de l'archéologie à travers les livres, c'est-à-dire d'observer les différents accidents qui ont pu arriver au moment de l'impression et d'essayer d'interpréter les traces de ces accidents. Et est-ce que les erreurs que vous avez trouvées, est-ce que vous dites quelque chose? Alors vous avez une erreur sur cet autre ouvrage, typiquement, qui va nous informer sur un certain nombre de choses. Ce qui nous intéresse se situe à cet endroit-là, où vous avez un des caractères qui est sorti, donc le caractère, qui normalement devrait être à côté des autres caractères, a été sorti probablement par le poisseux de l'encre. Ah, d'accord, je vois bien, il est imprimé sur le côté en fait. Voilà, il est sorti et il a été cassé. Donc vous avez le bas du caractère, ces petits rectangles que vous avez là, il a été courbé par la presse qui est venue dessus, cassé, couché ici, et donc on a effectivement la forme d'un caractère du milieu du XVe siècle. On a été en mesure de mesurer très précisément en fait, la taille du caractère, ce qui nous a indiqué là aussi toute une série d'informations. Les pages ici, les deux semblent très très vieux à moi. Alors j'imagine qu'ils ne sont pas fabriqués dans votre atelier. Est-ce que ce sont des originaux de Gutenberg? Oui, absolument. Ce sont des pages originales de la Bible de Gutenberg qui ont été retrouvées dans une reliure. Donc vous voyez qu'elles sont rognées sur le côté. Et donc voilà, c'est des reliques tout à fait précieuses de la médiathèque Malraux qu'on a la chance aujourd'hui à la fois de conserver et de pouvoir commenter avec vous. Et les pages, ces pages-là ont été imprimées quand exactement, vous le savez? On le sait par déduction parce qu'un légat du pape, qui sera lui-même pape quelques années plus tard, parle en 1455, il est sur la foire de Francfort, et il parle de cahiers qu'il a vu réaliser de la Bible à un de ses amis qui s'appelle Carvajal, et il lui dit que c'est fait avec une technique totalement nouvelle et que l'écriture est extrêmement fine et que ça lui plairait beaucoup. Par contre, il doute de sa capacité à en acheter un exemplaire. Il pense que tous les exemplaires sont déjà vendus. En tout cas, on a ce témoignage-là. On a un second témoignage dans une des Bibles à 42 lignes qui est conservée à la Bibliothèque nationale de France d'un rubricateur qui annonce qu'il a terminé sa rubrication en 1456. Et donc, par déduction, on sait en fait remonter, on sait combien de temps mettait à peu près la rubrication. Et donc là, on a deux éléments qui nous disent que, grosso modo, entre 1454 et 1455, les cahiers étaient prêts. Et grâce à ce travail vraiment très très minutieux, travail de fourmi, d'études de ces ouvrages, vous avez reproduit la technique de fabrication de ces lettres, enfin une technique possible de la fabrication des lettres utilisées par Gutenberg. Est-ce qu'on peut voir à quoi ça ressemble? Alors oui, bien sûr, mais ça va supposer qu'on se déplace un petit peu dans Strasbourg pour aller dans l'atelier bijoux de la Haute École des Arts du Rhin, dans lequel on peut tenter de reproduire la technique qu'a utilisée Gutenberg. Dans l'atelier bijoux de la Haute École des Arts du Rhin, Émilie et Adriane rencontrent Sophia Nagart. C'est avec elle qu'Olivier Deloignon a pu reconstituer la fonte des caractères d'imprimerie mobile. Alors ici, on a tout ce qu'il faut, du sable. C'est quoi exactement? Alors c'est un sable de fonderie qui est utilisé au XVe siècle en particulier pour fabriquer des cloches. Donc c'est un sable qui a été lié avec un liant qui le rend un petit peu plastique. Ça colle un peu. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc tout simplement, on va prendre un poinçon, comme celui-ci. Donc on va l'estamper ici, au centre du moule. Donc l'appuyer assez fort pour faire une empreinte un petit peu profonde. Ok. Voilà, donc vous pouvez l'enlever. Très bien appuyé. Et donc il nous suffit, après, de monter un moule autour, de cette manière-là, de placer une pince et de couler.
Comment est-ce qu'il a procédé à l'époque, du coup, pour fondre le métal, pour le travailler? Je sais pas, les typographes travaillent un peu comme les bijoutiers, donc avec un creuset, le métal ici, au fond du creuset. Et on va déjà aussi prendre le moule, le fermer, comme ceci, alors en espérant que la lettre a bien été centrée. Un composteur et des caractères en plomb que l'on pioche dans une casse, comme au temps de Gutenberg. Heike Schnottale a étudié la conception graphique et la photographie. Puis, elle s'est passionnée pour la composition au plomb et s'est mise en tête d'apprendre cet artisanat. Presque tout le monde trouvait l'idée absurde. Le métier de typographe a disparu dans les années 1990. On n'en avait plus besoin. Il a été remplacé d'abord par la photocomposition et plus tard par l'offset. La typographie, c'était de l'histoire ancienne en fait. Certes, la formation de typographe n'existe plus. Mais Heike fait son apprentissage dans une célèbre imprimerie traditionnelle de Dresde. On peut même trouver ici les moules de coulage, appelées matrices, de 129 polices en différentes tailles. Cela fait 180 ans que des ouvrages sont imprimés ici selon le procédé traditionnel. Un artisanat qui se meurt, bien sûr, mais à Dresde, on mise sur le marché de niche et les impressions raffinées, élaborées avec amour. Pour moi, c'est un travail très créatif. Je pense que c'est vraiment une manière parmi d'autres d'exprimer sa créativité. Il y a les polices, bien sûr, qui sont toutes très intéressantes. Il faut travailler avec pour saisir toutes leurs nuances. Au-delà de leur aspect, il y a la façon de mettre le texte en forme. La mise en œuvre des caractères joue un rôle prépondérant dans la conception. Aujourd'hui, elle compose le poème de Christian Morgenstern, Au pays de la ponctuation. Elle a opté pour la police Baskerville et une taille de 16 points. Une relation particulière se noue avec les caractères. On tombe sur des polices auxquelles on n'aurait jamais pensé auparavant et on les apprécie. Un lien s'établit et c'est bien simple. On se met à aimer son outil de travail. Une fois la composition achevée, une page d'essai est imprimée. Elle est ensuite examinée à la loupe et corrigée. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer des erreurs, mais aussi d'améliorer de petits détails de mise en page. L'art de mettre les points sur les i. Il faut bien réfléchir, notamment en ce qui concerne les espaces entre les mots. Même si en fin de compte, le lecteur ne s'en aperçoit pas. Il y a différentes règles, surtout quand le texte est justifié. La mise en page d'un poème obéit à certaines normes. Avant un A majuscule, par exemple, on mettra un petit peu moins d'espace qu'entre deux mots ordinaires. Là, c'est avant tout l'effet d'optique qui prime. C'est ce qui compte le plus. Dans le métier de typographe, concentration, patience et créativité sont les maîtres mots. Il ne suffit pas que le résultat soit correct, il faut qu'il soit parfait. La bonne mise en page, c'est celle que le lecteur ne remarque pas. Mais cela demande beaucoup de métier. Il faut aussi être assez créatif pour savoir dans quelle direction aller. Tout en sachant que toutes les polices n'obéissent pas au même schéma de composition. Son portfolio en dit long sur son talent. Pour se perfectionner encore, Heike va bientôt entreprendre son voyage d'apprentissage et découvrir l'impression de livres, ce qui l'amènerait à porter 2 casquettes,
celle de typographe et celle d'imprimeur. Son patron la soutient. Grâce à des jeunes passionnés comme Heike, cet artisanat ne sombre pas dans l'oubli. Comme on vient de le voir, Heike sait manier les caractères vite et bien. Émilie et moi, c'est exactement le contraire. Il faut dire que nous débutons. Voyons ce que ça donne. Et d'ailleurs, je vois que, tu vois, je voulais prendre un L et j'ai pris un E. Alors, ça s'appelle une coquille. Alors, donc, en fait, moi, mon E, normalement, il est censé être là, alors que je voulais mon L là, ici. ouais. Moi, Ça commence bien. besoin d'un G. Gut. Ja, sehr gut. En fait, ici, on est sur une casse parisienne. Oui. Alors évidemment, il y a différentes casses, différents rangements dans la casse en France, et il y a bien sûr des casses allemandes qui sont rangées de manière totalement différente. Et le but de l'opération, du placement en fait des lettres dans la casse, c'est de mettre les lettres le plus près possible de la main du compositeur. Ça y est. Et voilà. Et c'est quoi comme encre maintenant? C'est quelque chose qu'on utilisait à l'époque? Alors non, les encres ont énormément évolué depuis. À l'époque, on utilisait des huiles. Alors généralement, c'était des huiles de lin, des huiles de noix ou des huiles de navette qui étaient bouillies. Donc on les faisait cuire très très lentement tout en enflammant systématiquement les fumées, ce qui permettait en fait d'obtenir une huile relativement épaisse. Parce que comme vous venez de le voir sur l'encre que vous avez, les propriétés des encres qu'on utilise en typographie sont tout à fait particulières, puisque dès que vous commencez à apporter soit une énergie, soit de la chaleur, elle commence à devenir liquide. Et quand elle reste telle qu'elle dans le pot, comme vous l'avez pris tout à l'heure, elle a un aspect tout à fait solide. Et donc ça, c'est très important quand on est en typographie, puisque bien sûr, on va déposer cette encre sur des caractères en plomb, et que si l'encre était liquide à ce moment-là, alors il nous faut une forme de liquidité pour que ça passe sur les caractères, mais il faut que ça s'arrête quasi immédiatement, sinon ça coulerait, il n'y aurait simplement pas d'encre sur les caractères. Alors sur les pages de la Bible qu'on a vues tout à l'heure, c'était quelle encre? Alors c'est une encre, les recettes sont plus tardives, donc on ne sait pas exactement, notamment parce que tout ce qui est élément organique a complètement disparu. Donc on a su mesurer un certain nombre d'éléments, en particulier métalliques, à l'intérieur de l'encre. Donc on sait que l'encre de Gutenberg contient du titane, ce qui est un opacifiant. C'est intéressant parce que le titane, en tant qu'élément chimique, a été isolé au XIXe siècle. Donc Gutenberg, manifestement, a utilisé quelque chose qui contenait du titane pour opacifier son encre, pour avoir une encre très, très noire. J'ai hâte de voir si nous avons fait des fautes, qu'elles soient d'orthographe ou d'impression. C'est génial cet artisanat. Ça demande de la rigueur et un sens de l'esthétique. Ok, et alors maintenant on tourne? On tourne. Ici? Là. T'es prêt? T'es prêt, Adrien? Ja. Jusqu'au bout. Et... C'est super. Par contre, ça a bavé un peu, hein? Ah, il y a trop d'encre. Ah, il y a trop d'encre. Et moi, j'ai un peu... Bon, d'accord, j'ai mis Gutenberg, l'invention, au lieu de l'invention de Gutenberg. Mais bon, c'est de l'art. C'est pas ce que tu voulais? Si, si. Non, tu voulais pas ça. Voici le maître de l'art noir, Ekkehard Schumacher-Gebler. Cet imprimeur de formation a étudié les arts graphiques et il descend d'une famille d'imprimeurs munichois. À l'origine, il voulait devenir architecte.
Mais il s'est pris de passion pour les beaux caractères et leur histoire. Jusqu'à ce que je découvre le charme et l'attrait qu'une police peut avoir, je me disais, l'essentiel, c'est de pouvoir lire le texte, non? C'est la première lettre de l'alphabet qui a été une révélation pour lui, il y a de cela quelques décennies. Il travaillait sur une mise en page quand il a soudain été pris dans un tourbillon. Ça devient un signe abstrait. On ne pense plus à un A ou à un B, on ne s'intéresse plus qu'à la forme. Je ne m'étais encore jamais rendu compte qu'un A pouvait avoir cet aspect-là. À quoi ressemblent donc les autres A? C'est là que j'ai vraiment commencé à observer les A, des nuits entières. C'est ainsi que l'imprimeur est devenu maître des lettres, des caractères, pour être plus précis. Et il se met à les collecter, dans toute l'Europe. Quand une imprimerie passe au numérique, il se précipite et rachète le stock entier. Son entrepôt regorge de véritables trésors que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Ils proviennent notamment de l'imprimerie fédérale allemande ou de la succession d'une célèbre imprimerie de Leipzig. Je n'ai pas fait ça pour gagner de l'argent ou accumuler des richesses. Ce n'était pas le bon moyen pour ça. Il s'agissait pour moi de préserver ce trésor de caractère pour les générations à venir. Mais combien de temps peut résister un tel trésor? On ne peut pas réutiliser indéfiniment les caractères en plomb. Ils s'usent. Sans parler du réapprovisionnement, pratiquement impossible. Ekehart va donc miser sur une technique éprouvée, la monotype. À la fin du 19e siècle, cette machine a révolutionné la technique d'impression. Les documents imprimés étaient de plus en plus demandés et les délais de plus en plus courts, infaisables avec les techniques traditionnelles. La monotype se compose de deux machines. Il y a d'une part ce qu'on appelle le clavier, sorte de précurseur de l'ordinateur. Là, le texte est saisi et converti en enregistrement sur bande perforée. D'autre part, la fondeuse lit cette bande perforée et coule, lettre après lettre, le texte dans son entier. Les caractères amovibles sont ensuite réutilisables pour la composition à la main. Quand ils sont usés, il suffit de les refondre. La technique de la monotype repose sur ce qu'on appelle les matrices, qui servent au moulage des caractères. Ekehart en a collecté des millions dans d'innombrables variétés typographiques. Ce sont elles qui permettent l'édition d'ouvrages de qualité pour bibliophiles, comme ce livre de Thomas Mann, imprimé en police d'écriture Centaure. C'est à mon avis une des plus belles polices que l'on doit à la monotype. Peut-être même la plus belle qui soit. Ce n'est pas un trait droit. Il y a un mouvement là-dedans, une forme, un mouvement dans la forme. Et ce R, comme il vibre, c'est vraiment fascinant. Selon lui, le numérique est dépassé. Même si la technique peut sembler démodée, le procédé traditionnel d'impression permet des produits impossibles à réaliser avec les méthodes modernes. Cela lui donne comme une troisième dimension. Et il y a ce toucher du beau papier. L'expérience est donc non seulement optique, mais aussi palpable. Pour se passionner, l'imprimerie classique a quelque chose de sacré. C'est un art qu'il entend bien préserver, car il appartient au patrimoine artisanal. Quelle va être la durée de vie de notre impression? Est-ce qu'elle a une chance de durer 500 ans aussi? Alors tout dépend de sa destruction par des incendies ou autres. Les livres
Le papier sont très sensibles à ça. Mais sinon, la technique qu'on a utilisée là, donc de pousser tout simplement l'encre à l'intérieur de la structure du papier, lui permettra de durer au moins 500 ans, voire plus, si cette impression, si cette feuille a un petit peu de chance. Très impressionnant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Olivier Delognan de nous avoir guidés aujourd'hui dans les mystères de l'imprimerie. Des mystères que les chercheurs n'ont pas encore fini d'explorer. Allez, au revoir. Salut, à la prochaine.